Paysage aux mille facettes, les îles bretonnes, à l'extrémité ouest de l'Europe, sont les ultimes parcelles de terre avant l'immensité de l'Atlantique. À elle seule, la Bretagne rassemble 797 îles. Des îles qui vivent au rythme de la mer, parfois capricieuses et déchaînées. Ici, les tempêtes sont monnaie courante. Les hommes et les femmes qui peuplent ces terres défendent farouchement leurs traditions, plusieurs fois centenaires. Mais pour leur survie, ils ont su se tourner vers le tourisme et la plaisance. Et l'on y est toujours accueilli avec chaleur et bienveillance. Vivre sur une île, c'est vivre de façon singulière, parfois hors du temps et souvent hors du monde. Mais c'est surtout vivre en harmonie avec la mer. Les principales îles de la Bretagne encerclent littéralement la région. Le golfe du Morbihan est une mer intérieure, séparée de l'Atlantique par la presqu'île de Rhuys. Son nom signifie d'ailleurs petite mer. On dit ici que le golfe renferme autant d'îles qu'il y a de jours dans l'année. Certaines sont peuplées depuis le néolithique. Et l'on trouve encore des traces de cette présence humaine, comme le cairn de Gavrinis, sur l'île du même nom, au milieu du golfe. Édifié il y a plus de 5000 ans, le monticule de pierre et de terre abrite un étonnant dolmen à couloir de 14 mètres de long, composé de 29 dalles sculptées. Il conduit à ce qui pourrait vraisemblablement être une chambre funéraire. Depuis des décennies, les meilleurs spécialistes tentent de percer les secrets de ce chef-d'œuvre du néolithique. Non loin de là, sur l'île aux Moines, on découvre le dolmen de Pénappe. On se demande toujours comment a été posée la dalle horizontale. Eh bien, tout simplement en enterrant les menhirs jusqu'à la pointe. Il suffisait alors de faire rouler le dernier élément sur ces mêmes menhirs, puis de dégager la terre. De par leur position stratégique, les îles bretonnes ont très rapidement eu une importance militaire et commerciale. Dans le sud du Golfe, Belle-Île-en-Mer en est un parfait exemple avec sa citadelle fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. Construite en granit, elle servait à protéger l'île des attaques de navires, en particulier des pirates hollandais, espagnols ou anglais. Mais qu'est-ce qui pouvait bien les attirer sur cette île ? Eh bien, ce n'était ni l'or ni l'argent qu'ils convoitaient, mais d'importantes réserves d'eau douce. L'eau douce, si chère aux marins du monde entier, a toujours été une ressource rare dans les îles. En 1896, les Molénais tentèrent de venir en aide à un paquebot anglais qui s'était échoué au large. Pour les remercier, la reine Victoria leur offrit une citerne de récupération. Elle fut couplée à un impluvium, procédé d'origine romaine qui consiste à disposer de grandes plaques de béton pour récupérer l'eau de pluie. Depuis, Molène est autonome en eau douce. Les naufrages en tout genre ont marqué l'histoire de ces îles, comme en témoignent les nombreux cimetières et monuments qui rendent hommage aux disparus en mer. Les îles à la pointe du Finistère, notamment Ouessant, se trouvent au milieu de récifs rocheux extrêmement dangereux pour les navires pris dans les tempêtes. Au fil des siècles, de nombreux hommes ont perdu la vie dans ces eaux déchaînées.
Il faut attendre l'année 1700 pour que Vauban installe le premier phare. Depuis, ils ont colonisé les côtes et sauvé de nombreuses vies. Celui-ci n'est pas sur la côte, mais au beau milieu de l'océan. Le phare de la Jument relève d'un grand défi architectural. Il fut érigé entre 1904 et 1911, dans une zone où de nombreux navires avaient disparu. Le phare du Créac est, quant à lui, l'un des plus puissants au monde. Construit en 1863 sur l'île d'Ouessant, il a une portée de près de 60 km. Dernier outil en date permettant de guider les bateaux dans ces eaux dangereuses, le CROSS, ou Centre régional opérationnel de surveillance et sauvetage. 24 heures sur 24, 365 jours par an, ces hommes s'appuient sur les technologies les plus perfectionnées pour venir en aide aux bateaux en détresse. Enfin, quand la situation l'exige, l'Abeille Bourbon prend le relais. Ce fleuron de la marine française remorque les immenses navires en difficulté et sauve les naufragés. À 8 km de la pointe du Raz, s'étend l'île de Sein. Avec une altitude moyenne d'1,50 m, elle est si plate qu'elle fut plusieurs fois recouverte par la mer. Sa forme rappelle celle d'un S inversé. Et elle ne mesure pas plus de 2 km. Le débarquement s'effectuera par le pont inférieur porte arrière. Son ravitaillement en nourriture et autres denrées se fait au port. C'est une île sans voiture, aux rues étroites pour se protéger des vents violents. On y compte environ 120 habitants en hiver, pour près de 1400 en été. La vie y est dure et depuis toujours l'île de Sein est confrontée aux tempêtes et aux agressions de la mer. À l'instar d'Ouessant, de nombreux naufrages ont eu lieu dans ces eaux. Les infrastructures sont rares sur ces îles très peu peuplées. Mais pour y conserver la vie, et notamment retenir les jeunes générations, les insulaires se sont réunis en association, ce qui permet de garder les écoles ouvertes. Peu d'enfants sont scolarisés. Néanmoins, les municipalités ont mis en place un système ingénieux. L'enseignement est assuré la moitié du temps par un professeur itinérant et l'autre moitié par un système de visioconférence. Retour à Ouessant, où l'on découvre que la religion et les traditions sont encore très présentes. Sur le continent, nombreuses sont les fêtes religieuses qui ont disparu, mais dans les îles, quelques pratiques subsistent encore. Datant du XIVe siècle, la tradition de la fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement est encore célébrée sur l'île. Pour la circonstance, les habitants ornent le pas de leurs portes et les rues de composition florale et de motifs à base de marc de café et de farine.
Sur le parcours de la procession de l'église au Calvaire, la route est décorée de motifs religieux et profanes. Après ces préparatifs, les Ouessantins participent à la cérémonie religieuse, certains en costume traditionnel. Puis vient le moment de la procession à travers les rues du bourg. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et celui très attendu du Fest Days, l'équivalent diurne du Fest Nose. Plus loin sur l'île, on peut croiser de grands troupeaux de moutons. La race endémique du mouton d'Ouessant a quasiment disparu. Il s'agissait d'un mouton noir de petite taille, rustique et très apprécié pour son côté débroussailleur. En 1936, le naufrage d'un cargo libère des béliers qui se reproduisent avec les moutons de l'île. C'est cette mixité qui provoque l'extinction de la race. Elle sera sauvée in extremis en 1976 grâce à quelques moutons retrouvés sur le continent. Après 5 mois passés en liberté, ceux-ci retournent chez leur propriétaire le premier mercredi de février. Ces derniers sont tous ravis de les récupérer car ils les considèrent comme de véritables animaux de compagnie. Le plus dur est encore de retrouver ces bêtes. 5. Hop, t'as trouvé. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, c'est dit. Oh là 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 là. Bon, ça fait rien. À la prochaine. Autre espèce endémique de l'île, les abeilles noires, rares et de petite taille. Selon les spécialistes, elles produisent l'un des meilleurs miels au monde. L'abeille noire a été réintroduite sur l'île par l'association du Conservatoire il y a une vingtaine d'années. Et ce, pour la protéger de l'invasion fulgurante du parasite de l'abeille asiatique qui décime une grande partie des ruches sur l'ensemble de la planète. L'île étant située à une vingtaine de kilomètres du littoral, il est maintenant impossible pour cet insecte d'opérer sa lente destruction. L'absence de pesticides sur l'île est également un facteur déterminant pour sa pérennité. Mais il est évident que la grande source de revenus des îles provient de la mer, et notamment des coquillages. À marée basse, à Saint, on récolte les ormeaux, une pêche réglementée pour sauvegarder la ressource. On n'a le droit de pêcher que les ormeaux de 9 cm et plus, car arrivés à cette taille, ils ne se reproduisent plus. Plus loin, au large de l'île de Groix, ce bateau remonte des moules.
À la différence des moules de Bouchot qui poussent sur des poteaux, celles de l'île de Groix sont des moules de corde, élevées en pleine mer pendant 24 à 36 mois. Les naissins se fixent sur des chaussettes, plongées à 8 mètres de profondeur, au bout de ces cordes. Cette moule de taille supérieure a également un goût plus iodé, très apprécié des connaisseurs. La pêche en mer a toujours été l'activité principale des Iliens bretons. À Groix, le thon blanc a longtemps été la principale source de revenus. L'île a d'ailleurs été le premier port thonier de France, de 1870 à 1940. Et un thon a même remplacé le coq au sommet de l'église de Saint-Tudy. Mais aujourd'hui, la pêche au thon a totalement disparu. Elle a été remplacée par la pêche au casier, pour les crustacés comme le homard, le tourteau, la langoustine ou l'araignée de mer. Mais aussi la pêche au filet pour une multitude de poissons comme la sardine, le maquereau ou encore l'anchois. Et enfin la pêche à la ligne, pour le bar, le merlan, le lieu jaune et la dorade. La pêche bretonne représente plus de 40% des captures en France métropolitaine et plus de 50% de la valeur des ventes. C'est près de 200 000 tonnes de poissons et de crustacés débarqués sous criée chaque année. Autre pêche, plus inattendue celle-là, la pêche au goémon, une algue riche en nutriments. À bord de leur goémonier, les pigouliers se servent d'un Scooby-Doo, une sorte de crochet, pour en remonter plusieurs tonnes, en les tournant puis les arrachant. Récoltée depuis des siècles par les Bretons, elle a permis, grâce à ses qualités d'engrais naturels, de développer l'agriculture sur certaines îles. C'est le cas notamment à Bas, où les hommes cultivent une variété de pommes de terre unique au monde. Elles sont récoltées sur de petites parcelles. En tout, 27 producteurs se partagent leur exploitation, dont 11 en agriculture biologique. En plus du goémon, ce fertilisant naturel bon marché, la culture de la pomme de terre profite d'un microclimat unique grâce au passage du Gulf Stream au large de la Bretagne.
On retrouve cette douceur sur l'île de Bréhat, située en face de la pointe de l'Arc-Ouest. Elle a même permis la création d'un magnifique jardin botanique doté de nombreuses espèces exotiques. On y trouve des figuiers, des palmiers et des eucalyptus, des arbres que l'on croise plutôt sur les rives de la Méditerranée. L'île aux fleurs est un véritable havre de paix. Ici, à l'exception de quelques rares tracteurs, aucune voiture ne circule. Tout se fait à pied, en vélo ou en bateau, bien sûr. De l'autre côté de l'île, dans sa partie sauvage, Bréhat abrite des paysages somptueux qui rappellent les Landes de l'Europe du Nord. Ces côtes de granit rose sont uniques au monde. Toute cette beauté ne laisse évidemment pas insensible. Chaque année, les îles bretonnes accueillent aux périodes estivales des centaines de milliers de touristes. Ils peuvent profiter ici des plages, des eaux turquoises, des 2000 km de sentiers des douaniers, des nombreuses écoles de voile ou centres de thalassothérapie et des multiples ports de plaisance. En tout, le secteur du tourisme emploie plus de 50 000 salariés et 20 000 saisonniers en période estivale. Retour dans le golfe du Morbihan pour la fameuse semaine du Golfe. Elle a lieu tous les 2 ans. À cette occasion, plus de 1000 bateaux venus de toute l'Europe envahissent ces eaux. La fête se déroule sur 6 jours, durant la semaine de l'Ascension. L'ambiance est chaleureuse et d'une grande simplicité. Tout le monde attend le samedi, jour de la grande parade, où toutes les embarcations se donnent rendez-vous pour un magistral défilé nautique. Du voilier au vieux gréement, on y croise les plus nobles navires du continent. Le tout rythmé par les chants des marins. Le spectacle est garanti. Ils rappellent que, fiers de leur riche patrimoine et de leur identité, les îles bretonnes ont toujours été à la fois bien cachées, mais hospitalières et ouvertes sur le reste du monde.